Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi pour notre édition en 3 parties. Dans un instant, c'est le JT des territoires que je vais vous présenter avec les télévisions locales, le réseau VIA et la presse quotidienne régionale, puis ce territoire d'info ensuite. Avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Éric Coquerel, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis qui sera notre invité. Enfin, l'actualité parlementaire avec Territoire Sénat en fin d'édition. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Le beau temps de ce week-end ne doit pas nous faire oublier que plus d'une dizaine de départements appliquent déjà des restrictions d'eau à cause de la sécheresse. Ces mesures prises par les départements doivent notamment permettre de suivre l'évolution de la situation et de sensibiliser tous les usagers à un usage raisonnable de la ressource en eau. Mais dans les faits, vous allez voir, ce n'est pas si simple. Reportage de François Vasson de WEO TV dans le Nord. Laver sa voiture, une pratique anodine et pourtant totalement interdite dans le Nord. En cause, l'alerte sécheresse qui sévit ici depuis le 4 avril dernier. Des restrictions d'eau sont imposées par la préfecture, mais cette habitante de Cambrai plaide la bonne foi. Avec un seau d'eau, la moitié, et puis voilà quoi. Parce que si tu prends un jet d'eau, tout ça, après ça fait beaucoup d'eau quoi. Donc là, c'est ça c'est raisonnable. Raisonnable, mais elle risque tout de même 1 500 € d'amende, car seul le lavage des voitures dans des centres spécialisés comme celui-ci est autorisé. C'est mieux géré qu'il y a certainement des stations de recyclage d'eau. L'hiver dernier, le Nord a connu très peu de pluie, moins 20% par rapport à la normale. Alors certains cours d'eau sont à sec, comme ici dans le village d'Aisne, et dans les jardins ouvriers, les fraises ou encore les plants de courgettes de Pascal ont pris beaucoup de retard. Ça devrait être 2 à 3 fois plus développé. En fait, ça devrait déjà couvrir une partie du sol. Et là, on s'aperçoit que si on n'arrose pas, voilà, si on n'arrose pas, la terre elle est toute sèche tout autour. Même restriction d'eau pour ce golfe à Cambrai. Là, on voit que c'est un terrain qui commence à subir la sécheresse. Des dizaines d'hectares de pelouse que le propriétaire a le droit d'arroser, mais seulement entre 19h et 9h le lendemain matin. Ça devient contraignant, ouais, parce qu'à un moment donné, les plages horaires vont se réduire certainement, je pense, et ça devient un peu compliqué. Ouais. Inquiétude aussi pour les agriculteurs qui ne peuvent irriguer leurs champs en journée. Dans le Nord, l'alerte à la sécheresse se poursuit jusqu'au 30 juin, mais pourrait être reconduite. On part pour les Antilles maintenant, à la Martinique, où la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a donné un avis favorable à la création d'une commission d'enquête sur les différents impacts du chlordécone et du paracate aux Antilles. Elle devrait commencer ses travaux dès la mi-juin pour des conclusions attendues avant la fin de l'année. Laura Striano pour VIA ATV Martinique, notre partenaire sur place. Sur les responsabilités en moins d'une heure, les membres de la Commission des affaires sociales donnent leur feu vert. Ils valident la création d'une commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation massive du chlordécone et du paraquat en Martinique et en Guadeloupe. Un soulagement pour le rapporteur du groupe socialiste. Je suis très satisfait, à la fois pour tous ceux et celles qui sont battus en Martinique et en Guadeloupe pour faire reconnaître la question et trouver des solutions, mais aussi la plupart des groupes à l'Assemblée ont fait des déclarations qui rassurent. On voit qu'il y a un consensus pour essayer de trouver des solutions. Cette nouvelle étape est cruciale dans le long combat pour la reconnaissance de ce scandale sanitaire, une lutte qui dure depuis près de 40 ans. C'est un premier pas, mais les populations des Outre-mer, en tout cas de la Guadeloupe et de la Martinique, attendent réparation. Attendent réparation et veulent de la transparence sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils boivent. Cette commission d'enquête tentera d'évaluer l'utilisation de ces insecticides, d'identifier les responsabilités de chacun, mais également de travailler sur une indemnisation des victimes. Des missions qui mettent les politiques, tous bords confondus, d'accord. À partir du moment où nous pensons qu'il y a un danger pour la santé des populations, quoi de plus normal que des parlementaires, quelle que soit leur tendance politique, en l'occurrence des socialistes ce matin,
nous sommes républicains, mais quoi de plus normal que des parlementaires posent des questions, s'interrogent sur la véracité de ce danger, veuillent rassurer leur population. Le 4 juin, la création de cette commission d'enquête sera une dernière fois soumise à l'Assemblée nationale. Les parlementaires auront ensuite 6 mois devant eux avant de livrer leurs conclusions. Voilà, quand le monde agricole fait actuellement sa promotion auprès des plus jeunes avec l'opération Ferme ouverte dans les Vosges. 6 exploitations y participent et ont présenté leur savoir-faire aux scolaires, dont un à Rémicourt en présence de Christiane Lambert, la présidence de la FNSEA. Cette dernière en a profité pour parler en agribashing et élections européennes. Vous allez le voir avec Anthony Sapp qui était sur place pour Via Vosges. Voici sans doute un instant privilégié que ces élèves de l'école Henri Breton de Charmes ne sont pas près d'oublier. Nous sommes sur une exploitation agricole de Rémicourt, petit village près de Mirecourt, l'un des 6 rendez-vous vosgiens de l'opération nationale Fermes ouvertes qui doit permettre aux agriculteurs de promouvoir leur métier. Un événement important pour la profession, important également pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. La FNSEA, dont la présidente était de passage ce lundi dans le département, venue parler d'excellence et de savoir-faire à l'heure où l'on entend aussi souvent le terme d'agribashing. Les Français aiment leurs agriculteurs. À 87%, ils plébiscitent les agriculteurs. Les militants, pour une planète plus verte ou pour aller très vite en transition, Zoom pointe ce qui ne va pas. Donc de fait, ça envahit l'espace médiatique. Donc nous voulons parler, nous, raisonnablement de ce que nous faisons bien, des sujets sur lesquels nous sommes en progrès, et il y en a de nombreux, mais on intègre aujourd'hui pleinement la demande de biodiversité de la part de l'opinion, la demande de moins de chimie, moins d'antibiotiques. Tout ceci est fait par les agriculteurs, mais à nous de le dire davantage pour montrer qu'on a vraiment moderniser nos pratiques et qu'on est aujourd'hui en phase avec les attentes des consommateurs. La politique fondatrice de l'Union européenne, le ciment, c'est la politique agricole commune. Nourrir les populations en quantité, en qualité, de façon accessible, c'est ce que nous avons réussi à faire. Aujourd'hui, les consommateurs veulent plus d'environnement, nous serons au rendez-vous, si les prix sont au rendez-vous. Mais on ne peut pas être plus vert si on est dans le rouge. Aujourd'hui, il y a beaucoup de productions qui sont dans le rouge. Donc c'est un travail complet qu'il faut conduire sur les prix et sur le qualitatif. En attendant, c'est vers les consommateurs et peut-être aussi les professionnels de demain que le monde agricole se tournait. 6 fermes vosgiennes, on l'a dit, ont ouvert leurs portes aux élèves de la maternelle au collège. Sur le front de l'emploi local en Île-de-France maintenant, Europa City, futur complexe de commerce et de loisirs du Grand Paris qui pourrait ouvrir ses portes en 2027, lance une association baptisée Europa City Compétences. Son objectif, c'est favoriser l'emploi local dans le nord-est francilien, une préoccupation majeure pour les élus et les habitants de ce territoire. Un reportage de Via Grand Paris, regardez. 8 ans avant l'ouverture prévue d'Europa City, complexe géant de commerce et de loisirs, les porteurs de ce projet controversé lancent officiellement l'association Europa City Compétences. Objectif affiché, favoriser l'emploi local. Un engagement pris par le groupe Citrus en 2016 à l'issue du débat public. Une réponse à l'une des principales préoccupations des élus et des habitants du territoire. C'est une association qui a pour mission en fait de maximiser le recrutement local dans le cadre du projet Europa City et de faire que les opportunités d'emploi bénéficient réellement aux habitants du Grand Roissy. Et en fait, c'est une plateforme qui fédère un réseau de partenaires pour agir dès maintenant en faveur de la montée en compétences des habitants et en faveur de la mise en emploi des habitants. Il faut dire que les chiffres avancés par les porteurs du projet ont de quoi faire rêver. 3350 emplois par an en moyenne en phase de construction et quelques 10 000 autres une fois le site ouvert. Si ces chiffres sont largement contestés par les opposants qui dénoncent des destructions massives d'emplois, du côté des acteurs de l'emploi et de la formation, les attentes sont fortes. Ils ont l'intention de recruter en local, donc pour nous c'est véritablement une opportunité puisqu'on côtoie des jeunes tous les jours qui sont éloignés du marché de l'emploi. Et avec un projet comme ça sur notre territoire, ça permettra à ces jeunes de trouver des emplois et de pouvoir construire leur avenir, clairement. Lancée ici à Villers-le-Bel, cette association semble être un début de réponse pour le maire de la ville. Au moins sur ce point-là, j'ai l'impression qu'on a été entendu par Europa City. Ils ne peuvent pas se contenter de promettre des emplois. Il faut se mettre en ordre de marche pour que les emplois profitent. Pas à 100%, mais au moins une très grosse partie du territoire. Donc de ce point de vue-là, il y a une vraie avancée sur la volonté d'Europa City de travailler cette question de l'emploi. En attendant les premières offres à pourvoir pour Europa City, les instigateurs du projet comptent s'appuyer sur cette association pour devenir un acteur de l'emploi dès à présent, avec l'aide de ce réseau.
Dans cette optique, un job tour a débuté en partenariat avec le bus de l'initiative. 50 dates sur 3 ans sont prévues sur le nord-est francilien, avec à la clé quelques 500 postes en CDI, CDD et alternance. Et maintenant dans ce JT, le retour des brigades du tigre. Dans les jardins, près des arrosoirs ou des pots de fleurs, le moustique tigre est partout en période estivale. À Toulouse, avant le retour des beaux jours, des habitants ont décidé de sensibiliser leurs voisins pour lutter plus efficacement contre l'invasion en lançant les brigades du tigre. En attendant que d'autres quartiers de la Ville Rose s'organisent et se mobilisent, elle espère que cet été, les jambes des Toulousains seront un peu moins dévorées. Kevin Gélinier pour Via Occitanie, notre partenaire sur place. Dans les jardins ou près des arrosoirs, le moustique tigre est partout en période estivale. À Toulouse, avant le retour des beaux jours, des habitants ont décidé de sensibiliser leurs voisins pour lutter plus efficacement contre l'invasion. Marco Cross a répondu à l'appel de la brigade du tigre. Il a installé 4 pièges chez lui. On ne peut pas profiter de l'espace, on ne peut pas rester dehors, on ne peut pas rester dans le jardin. Donc pour éviter cette situation fort désagréable, surtout à Toulouse, de ne pas profiter du jardin, c'était l'idée de se battre contre les moustiques tigres, aussi bien sur les larves que sur les moustiques adultes. Des pièges, il y en a de 2 sortes. Un pour les moustiques tigres adultes, l'autre pour les larves. Le moustique doit avoir les pattes sur une surface sèche. Et donc après, les œufs tombent dans l'eau, ils vont au fond du seau et restent coincés dans la surface basse du piège. La brigade du tigre, c'est d'abord 4 amis qui ont mené un travail de prévention pour parler de ce moustique très particulier, surtout présent au ras du sol et en journée. Fécondée une seule fois, la femelle peut pondre jusqu'à 150 œufs tous les 12 jours. Bien nettoyer son jardin et éviter les eaux stagnantes, 2 conseils que la brigade rappelle aux habitants. Si elles trouvent à côté une réserve d'eau naturelle, elles vont plutôt aller pondre dans la réserve que dans le piège. En tout, près de 100 personnes du quartier ont participé à la réunion organisée par la brigade du tigre. Toutes ont bénéficié de tarifs de groupe pour le matériel acheté, 18 € pour un piège à larves, 130 pour celui des moustiques adultes. L'idée était avant tout de quadriller la zone. L'idée qu'on a eue, c'est d'en parler à des voisins qui étaient un peu plus éloignés de nous mais qu'on connaissait. Et on les a réunis, on leur a demandé d'en parler eux-mêmes à leurs voisins, ce qui nous a permis de constituer 11 îlots de gens qui se sentaient concernés par cette action. La brigade du tigre a demandé à des techniciens d'effectuer des diagnostics dans les jardins pour mieux connaître les zones sensibles. D'ici là, certaines communes comme Blagnac ont également installé des pièges pour éviter aux habitants de se démanger tout l'été. Voilà, on poursuit ce JT des territoires avec les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant et la revue de l'actualité ce matin. Bonjour Saveria, la une de Vaucluse matin des journaux du groupe EBRA. Pourquoi Laurent Wauquiez s'en va? Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il faut que je prenne mes responsabilités, il faut que la droite se reconstruise. Les victoires sont collectives, les échecs sont solitaires, a déclaré hier Laurent Wauquiez après avoir annoncé sa démission surprise. Une semaine après la débâcle des Républicains aux Européennes, Laurent Wauquiez quitte donc la présidence du parti. Décision sage, inévitable. Les réactions sont nombreuses ce matin. Bruno Retailleau parle d'une décision qui honore Laurent Wauquiez. Selon les statuts du parti, c'est au vice-président délégué Jean Leonetti d'assurer l'intérim le temps que la haute autorité organise une nouvelle élection. Demain, mardi, Gérard Larcher a d'ailleurs prévu de lancer un travail de reconstruction collective autour des présidents de région, à l'exception de Xavier Bertrand qui n'a pas l'intention de s'y rendre, ainsi que des présidents d'associations d'élus. Voilà, on reviendra évidemment sur ce sujet d'actualité. Laurent Wauquiez qui quitte la présidence de LR dans le débrief de l'actualité tout à l'heure avec Pierre Dumazeau et Olivier Auguste de l'Opinion. Pierre Dumazeau de la lettre de l'expansion. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, un des autres journaux du groupe EBRA, c'est la fusion des prestations sociales ce matin à la une. Fusionner le plus d'aides sociales possible pour faciliter les démarches, c'est l'idée du revenu universel d'activité porté par Emmanuel Macron aujourd'hui marque d'ailleurs le coup d'envoi d'une grande concertation pour en définir les contours. Le revenu universel d'activité est destiné à regrouper le plus grand nombre possible de prestations sociales. Au moins 3 aides seront regroupées, APL, RSA et prime d'activité. Le RUA, tel qu'il est aujourd'hui baptisé, destiné aux plus démunis, et de servir de socle minimum pour vivre. À la une du Courrier Picard, une électricité toujours plus verte. La région Hauts-de-France est championne. On savait déjà la Picardie championne sur l'éolien. La région Hauts-de-France l'est aussi désormais pour les bioénergies issues du bois, des activités agricoles ou des déchets organiques. Résultat, l'électricité est de plus en plus verte dans les Hauts-de-France. Les énergies renouvelables représentent 15% de la production. Les investissements de RTE atteindront même le demi-milliard
milliards d'euros sur les 5 prochaines années. Voilà, on reste dans l'énergie avec la une de Ouest France. Peut-on se passer du fioul domestique? Édouard Philippe avait annoncé en novembre ne plus vouloir de chauffage individuel au fioul d'ici 10 ans. Le gouvernement veut donc débarrasser la France d'ici 10 ans des chaudières à fioul qui émettent bien plus de CO2 que d'autres solutions déjà existantes. 3,5 millions de foyers sont encore chauffés au fioul en France, soit 12% des foyers. Mais malgré l'instauration de coups de pouce financiers, les conversions vers les chaudières moins polluantes restent relativement faibles. La hausse du prix du fioul pourrait changer la donne. Depuis le mois de janvier, les prix ont connu une hausse conséquente. Voilà, la une de la dépêche du midi. Un problème de société, stop à la violence sur les réseaux sociaux ce matin. Trafic, vidéochoc, propos haineux, la violence déferle sur les réseaux sociaux à Toulouse. Les délinquants investissent les réseaux pour vendre de la marchandise illégalement, drogue, gilets pare-balles, véhicules volés, faux documents. Il est possible de tout trouver sur Snapchat. Ces dernières années, les délinquants se ruent sur cette application. Le but eh bien, c'est d'avoir le réseau le plus développé possible pour proposer des bons plans, pas très légaux au plus grand nombre. Les modérateurs de ces plateformes semblent parfois dépassés. Que peuvent-ils faire? Enquête donc à lire dans la dépêche du midi. Merci Saveria. Tout à l'heure pour l'actualité au Sénat. Tout de suite, c'est le Club de la Presse. Zoé Cadio et Cyril Peter. Bonjour Zoé Cadio, vous représentez sur ce plateau Midi Libre et l'Indépendant, des journaux du groupe La Dépêche. Merci d'être avec nous ce matin. Et bonjour Cyril Peter, merci d'être revenu du Parisien de l'édition Écho, comme chaque lundi. Avec vous, on va parler tout à l'heure de ces professions que le numérique transforme complètement, hein, notamment le juridique, notamment pour les entreprises. On y revient avec vous tout à l'heure. Et puis on parlera de Mécanique Valley. C'est une vallée très large qui s'est créée en France, un peu sur le modèle de la Silicon Valley. Très intéressant. Sujet ce matin dans l'édition Écho du Parisien. Et puis Zoé Cadio avec vous, on va regarder ce qui se passe du côté de Perpignan où des expériences sont menées. C'est la première ville équipée de télémédecine avec de la téléconsultation dans les pharmacies notamment pour lutter contre les fameux déserts médicaux dont on parle tant dans Cité des territoires. Exactement. Alors, déserts médicaux ou obstacles à l'accès aux soins, si on veut parler politiquement correct. Mais bon, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire un petit focus justement sur l'installation de cette première cabine de télémédecine de France qui a été installée dans une pharmacie à Perpignan. C'est un peu, je dirais, le cabinet médical 2.0 ou 3.0 si on veut être très ultra connecté. Bientôt 4. Exactement. Et c'est une manière donc de pallier un petit peu l'accès aux soins dans certaines régions. Parce qu'il faut savoir que le désert médical, c'est vraiment une réalité en Occitanie. Je vous donne juste 2 chiffres. En Lozère, par exemple, il y a 83 médecins pour 100 000 habitants. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est 122 médecins pour 100 000 habitants. Donc, on voit qu'il y a quand même des problèmes pour se faire soigner. Alors, décrivez-nous comment ça se passe dans une cabine de télémédecine. Parce qu'en fait, on rentre dans une cabine et c'est comme si on avait un médecin, mais il est virtuel. Alors, exactement. Alors, c'est une méthode, un procédé qui a été développé par une société francilienne qui s'appelle le groupe Tessan. Ça ressemble un peu à un photomaton, si vous voyez un peu d'aspect physique. Donc, dans la pharmacie, vous rentrez et là. Alors, la chose qui est très intéressante, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Vous pouvez y aller comme vous rentrez dans la pharmacie pour acheter du mercurochrome ou de l'aspirine, qu'importe. Donc, dans cette pharmacie à Perpignan, qui est une des premières à être installée comme ça en France, donc on rentre, vous vous installez. Donc, à défaut de mettre de l'argent pour avoir votre photo, et ben là, vous mettez votre adresse email, votre numéro de sécurité sociale, et vous avez toute une procédure qui permet de faire le test. Alors là-dessus, il y a un médecin. Voilà, j'allais vous dire, est-ce qu'on est soigné moins bien ou aussi bien? Je dirais, je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas testé par moi-même, mais il semblerait quand même que les résultats sont assez positifs. Et donc, vous êtes en liaison directe, soit avec un médecin qui est proche de la pharmacie, soit s'il n'y en a pas un qui est disponible, c'est au niveau du département, ou alors à Paris. Et là, il est en ligne? Il est en ligne. Alors là, ma consoeur a été en visioconférence, d'une certaine manière, avec un médecin de Paris, qui lui a fait un petit peu un état de santé, un bilan. Et à la fin, vous avez non pas la photo qui sort, mais votre ordonnance. Dites-moi, mais le côté, le médecin, vous savez, qui vous palpe, qui regarde, qui vous touche, ça ne va plus exister, ça? Alors, si, complètement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, quand vous touchez pour prendre votre tension, ben là, vous le faites vous-même. Vous mettez vous-même le bracelet, oui, le mais thermomètre, la palpation, le stéthoscope. Oui, complètement. Alors, mais là, c'est plus, je dirais, un premier examen, pour voir s'il y a quelque chose de grave ou pas. Enfin, je pense que pour des examens plus approfondis, il faut vraiment voir un médecin physique et laisser le 3.0 d'une certaine manière. Mais
Et ce que j'aimerais aussi vous dire aussi, c'est quand même une alternative. Hein. C'est pas la solution sine qua non pour faire face à l'absence de médecins. Et puis, ces cabines de télémédecine, c'est aussi une manière aussi de répondre. Avant, vous savez que le gouvernement permet d'augmenter le numerus clausus, donc on va avoir un peu plus de médecins. Et le problème aussi des pharmacies, c'est qu'on dit qu'il y a un problème de désert médical au niveau des médecins avec la création des maisons de santé, comme vous le saviez. Mais il faut savoir aussi que les pharmacies aussi font face au désert médical, même si encore aujourd'hui vous trouvez une pharmacie à 15 minutes de chez vous. Comme les autres médecins, comme les médecins et les pharmaciens, on fait face à la pyramide des âges. Je vous donne juste un dernier chiffre. Il faut savoir que dans l'Aude, pour les médecins généralistes, il y a 36% des médecins généralistes d'ici 2020 qui vont prendre leur retraite. Donc, il faut vraiment trouver des solutions et soigner. Zoé Cadio, mi-libre, l'indépendant du groupe La Dépêche, dans la première cabine de télémédecine de France. Elle est à Perpignan. Qui est à Perpignan. Et je vous dis juste une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est les téléconsultations, mais d'ici 2021, il va y avoir aussi les téléexpertises. C'est-à-dire que les médecins, entre eux, vont pouvoir échanger les données de leurs patients pour pouvoir poser un diagnostic plus efficace. Alors, le numérique est partout, Cyril Peter. Il est aussi dans le juridique, dans le droit. Ces professions, ces métiers doivent s'adapter. C'est la une du Parisien, l'édition Écho aujourd'hui. Bouleversement total aussi de ces filières du droit. Exactement, donc à la fois il y a les avocats, les huissiers, les notaires, tous sont concernés, profitent de cette révolution numérique. Leur promesse est de dire que les clients pourront payer beaucoup moins cher, auront des prestations beaucoup plus rapides grâce au numérique en automatisant les tâches répétitives, donc l'édition de documents rapides. Et donc a émergé la Legal Tech, qui vient des États-Unis, c'est créé en 2012 en France. La Legal Tech, c'est en fait ce regroupement d'entreprises qui offrent des services juridiques en ligne, des startups. Et là, c'est beaucoup moins cher, évidemment. Voilà, c'est ça. C'est moins cher, mais il y avait le site Légifrance qui impulse ça depuis des années aussi. Oui. Depuis 2012, grosso modo, il y a une montée en puissance. Et aujourd'hui, cette économie, cet écosystème représente environ 30% du secteur. Alors même le barreau de Paris, lui aussi a son incubateur de start-up. Alors là, ça a été une révolution là-bas. Ah oui, mais c'est un peu ces deux mondes qui se rencontrent. Ouais. Pour caricaturer, c'est un peu ces jeunes qui ont des idées, qui sont nés avec un portable dans leurs mains et peut-être l'avocat traditionnel, habitué au papier, etc. Donc oui, on parle du barreau de Paris qui a son propre incubateur, mais aussi des formations. C'est l'institution. Voilà, c'est l'institution. Mais il y a même aussi dans les formations maintenant. Il y a des doubles cursus en fait qui sont en train d'être imaginés pour être capables d'utiliser ces services. Alors ceux qui vont passer leur licence de droit dans quelques jours, on est donc au mois de juin, là, ça va être le moment des examens. Il faut qu'ils intègrent le numérique évidemment totalement dans ces études, dans ces examens de début de licence. Oui, c'est obligatoire. Et de fin de licence. C'est obligatoire aujourd'hui dans le traitement de ces données. Et nous, on prend l'exemple en fait du divorce. Rapide, simplifié, j'ai lu, totalement. Dans les cas de consentement mutuel, bien sûr. Voilà. Le divorce en ligne, ça s'appelle. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais en fait, le législateur a voulu simplifier la procédure. Et beaucoup d'entreprises, en fait, ont saisi ce créneau sur Internet pour se lancer. Et c'est un marché très florissant. Le mariage en ligne, ça existe aussi ou pas? Mariage en ligne, non, pas encore, je crois pas. Il y a le mariage express à Las Vegas. Voilà. En 5 minutes et après, sinon, voilà, en France. Mais c'est un progrès, ça, ce trêve de plaisanterie, ce divorce en ligne. Alors, je ne l'ai pas encore testé, je vous avoue. Mais en tout cas, les entrepreneurs avancent que pour les clients, c'est plusieurs milliers d'euros d'économie et aussi un gain de temps. Oui, mais il faut mieux que ça se passe. Alors, entre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, Cyril Peter, entre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, il y a une vallée qui a émergé, un peu comme la Silicon Valley, qui s'appelle la Mécanique Valley, et elle recrute à fond. Elle recrute à fond, mais c'est surtout parce qu'en fait, elle peine à recruter. En fait, ce sont des régions assez enclavées. Donc, les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, ou les départements concernés comme le Lot, vont lancer des campagnes de communication pour valoriser ces métiers, pour faire connaître ces métiers. Aéronautique, j'ai vu. Voilà, exactement. Donc, les secteurs concernés, c'est essentiellement l'aéronautique, l'automobile. On trouve aussi des PME sous-traitantes qui vont, par exemple, fabriquer des flacons de parfum. Alors, niveau de main-d'œuvre requis, le CAP, bien sûr. Ça va du CAP au niveau Bac+5. Vraiment, tous les métiers sont concernés. Ça va donc des métiers d'opérateurs en usine
chaudronniers, soudeurs, ces métiers en fait peu connus des jeunes qui paraissent difficiles. De gros besoins de techniciens d'usinage, qu'est-ce que c'est ça? Aussi, ça peut être des tourneurs-fraiseurs en usine, des métiers assez pas forcément super qualifiés, mais on manque de bras dans ces entreprises parce que, par exemple... ça a été délaissé tout ça, et puis il y a un problème aussi de savoir-faire à la française qui a été un peu perdu et qu'on essaye un peu de ranimer. C'est des métiers qui sont très recherchés par les entreprises. Il y a justement des campagnes justement pour valoriser ces métiers. On dit que l'industrie a été dénigrée. Et donc là, ils essayent en quelque sorte de rattraper le temps perdu. Et donc toutes ces entreprises, plus de 200 entreprises, en fait travaillent ensemble main dans la main pour pallier ce manque de bras et de têtes. Et donc juste un chiffre, en ce moment il y a 500 offres d'emploi vacantes. C'est vraiment en permanence. La Mécanique Vallée qui recrute à la chaîne, c'est entre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, et c'est 210 entreprises qui s'y sont mises. C'est dans le Parisien édition Écho, ainsi que le droit à l'heure du numérique, ce grand dossier qui en fait la une. Merci Cyril Peter d'être venu nous en parler. Merci Zoé Cadio d'être venu nous parler de ces télédiagnostics, on va les appeler bientôt. Merci la télémédecine. La météo des territoires dans un instant. Le temps qu'il fait en France, vous allez voir, il fait toujours beau et chaud, avec quelques perturbations qui arrivent. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est mon invité politique Éric Coquerel qui sera sur ce plateau, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Avant cela, nous allons faire un tour du côté du reste du monde, ce que vous devez retenir de l'actualité à l'étranger. On part pour Washington où Donald Trump s'apprête à partir pour le Royaume-Uni en visite d'État dans un contexte explosif, vous allez le voir. Et puis on partira aussi pour l'Afrique de l'Ouest, en République démocratique du Congo, une application pour aider à lutter contre le virus Ebola, vous allez le voir, dans ce pays où l'épidémie est très importante. Elle a tué 1300 personnes depuis août dernier. On regarde ce qui se passe à l'étranger. On se retrouve avec l'invité politique après. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. S'il est une bonne occasion de se réunir entre alliés, c'est bien celle-ci. Au nom de la célèbre relation spéciale entre États-Unis et Royaume-Uni, le président américain est attendu ce lundi à Londres. Il se mêle de la politique britannique. Il dit qu'il devrait être le prochain Premier ministre et qui il soutient. Mais il ne devrait pas avoir d'influence sur qui va à Downing Street ou non. Il avait récemment déclaré que l'ex-ministre britannique des Affaires étrangères, partisan du Brexit, Boris Johnson, ferait un bon Premier ministre. De quoi agacer même son meilleur allié. Le virus Ebola, extrêmement contagieux et surtout mortel, fait peur. Difficile de trouver les bonnes réponses pour se rassurer. Ces derniers mois, cette peur s'est transformée en violence meurtrière. Plusieurs agents de santé ont été tués. Israël et ses collègues ont mis au point Njam, une intelligence artificielle qui répond aux questions qu'on lui pose, notamment sur les symptômes d'Ebola. Et lorsqu'il y a un cas suspect d'Ebola, il y a un code SOS. Alors le système va se charger de récupérer sa position locale grâce au GPS. Et il envoie ça aux agents, donc aux agents de la riposte Ebola. Alors ils sauront juste comment atteindre la personne à l'endroit exact où la personne se trouve. Leur projet remporte le premier prix. Il va être financé intégralement et finalisé avec l'aide de médecins spécialistes d'Ebola.
Ces femmes autochtones disparues ont été victimes d'un génocide. C'est ce qu'affirme le rapport d'une commission d'enquête publique qui sera présentée au Parlement canadien lundi. Nous savons qu'à ce jour, des milliers de femmes autochtones ne sont plus parmi nous en raison du génocide canadien. Entre 1980 et 2012, environ 1200 femmes autochtones ont été victimes de disparitions ou de meurtres non élucidés. À Versailles, le vert et la nouvelle étiquette. Ces jeunes architectes ont créé des procédés permettant d'anticiper érosion, séisme et montée des eaux, des aléas dus au réchauffement climatique. Quand on voit les jeunes en Europe qui manifestent tous les week-ends en milliers ou en centaines de milliers, donc ça veut dire que c'est une question qui est devenue commune. Et je pense que la plus jeune génération est en train de se poser la question de quelle manière nous, les jeunes, c'est-à-dire ceux qui vont porter l'architecture et l'urbanisme dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on peut porter ces urgences, notamment climatiques et notamment le réchauffement climatique.